Il y a 2 ans, je publiais Arrête avec tes mensonges. C'était mes premiers pas dans ce qu'on appelle en général l'autofiction ou le récit romancé de soi. Et à cette occasion, ça a agi sur moi comme une forme de révélation et de libération. Révélation parce que franchement, je me croyais capable seulement d'écrire des romans, des fictions, d'inventer des histoires. Et une libération parce que j'ai découvert un plaisir nouveau dans l'écriture et aussi parce que ça répondait à une forme de nécessité, la nécessité de poursuivre le dialogue avec les fantômes de ma jeunesse et puis de dire une vérité intime. Au fond, ça venait en écho à la phrase qui clôt les années d'Annie Ernaux. Elle écrit, Annie Ernaux, « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Et au fond, c'était ça, ma volonté. Avec un certain Paul Darigrand, je poursuis sur ce chemin, cette envie de sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. J'y raconte au fond 2 événements qui se sont produits dans l'année de mes 22 ans et qui ont marqué une césure dans mon existence. D'une certaine manière, il y a un avant et un après Paul Darigrand. Alors on pose le décor, on est à l'automne 1988, je reviens à Bordeaux pour ma dernière année d'études, je viens de passer 3 ans à Rouen, 3 années de pluie et de solitude, et je me dis il est peut-être temps d'être jeune enfin et peut-être d'avoir le goût des autres, d'être un peu moins sauvage. Et le jour où je reviens, je fais la connaissance de ce type-là, Paul, un peu plus âgé que moi et qui se plante devant moi et qui énonce un formidable, un épatant mensonge. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'il y a chez lui une sorte d'audace et de malice qui me plaisent instantanément. Et moi, bêtement, je tombe évidemment instantanément amoureux. Sauf que l'objet de mon affection, comme le chantait Aznavour, passe le plus clair de son temps au lit des femmes, au lit de la sienne en l'occurrence. Et je me dis, ah, il s'agit donc d'un amour impossible, sauf qu'au fond, il n'y a pas d'amour impossible, il y a des amours clandestines. Paul et moi, on se retrouve tous les deux sur la terrasse, on referme la baie vitrée, on tourne le dos aux autres restés attablés, on n'entend plus ce qu'ils se disent, on n'entend plus les chansons à la radio, on ne se regarde pas, on regarde en face de nous, le froid de décembre nous saisit. D'abord, il n'y a pas un mot, pas un. Et puis, sans faire le moindre mouvement, le regard toujours droit devant, il murmure « On savait que ça arriverait ». Plus tard, il expliquera. Il dira qu'au fond, c'était là dès le premier instant. Il dira qu'il ne m'a pas trouvé beau, pourtant pas séduisant le premier jour, non. Il a simplement compris d'emblée que c'était possible. Alors il a eu cet élan, venir vers moi. Il prétendra qu'il s'agissait d'une provocation, il pensait que ce serait sans conséquence, il avait envie de s'amuser, voilà. Et il s'est laissé prendre à son propre jeu. Quand il a essayé de s'en dépêtrer, c'était trop tard. Il dit qu'il a lutté, mais que ça ne servait plus à rien. Il en parle comme d'une chose inévitable. J'entame à ce moment-là une liaison avec un homme marié. Et je découvre les affres de la maîtresse de l'homme marié, c'est-à-dire que est-ce que ça compte? Est-ce que je suis pour lui une diversion ou un divertissement? Est-ce que ça pourrait devenir une histoire d'amour? Est-ce que, in fine, il pourrait me choisir? Toujours cette question de est-ce qu'on est choisi ou pas à la fin? Et puis, ça pose aussi la question de la duplicité, qui était au cœur, au fond, d'Arrête avec tes mensonges aussi, mais cette duplicité dans Arrête avec tes mensonges, elle était liée à une forme de déterminisme social. Là, elle est liée à la question de l'identité sexuelle. C'est-à-dire, je suis amoureux de quelqu'un qui ne choisit pas, en tout cas qui est dans une forme d'ambiguïté et d'ambivalence, et dont je ne sais pas ce qu'est la véritable identité. Cette relation, elle se met en place et elle est marquée à la fois par le frisson et la frustration, le frisson justement de vivre des amours cachés, des amours dissimulés, et la frustration parce que c'est jamais assez. Et puis au même moment, je vais apprendre une nouvelle, presque fortuitement, parce que je dois aller voir un médecin et on m'annonce que je suis malade, que j'ai une maladie de sang, un peu curieuse, difficilement cernable, et en tout cas dont on ignore les causes, et qui fait que tout simplement je ne coagule pas. Donc je cours ce qu'on appelle un risque hémorragique permanent. Et dans cette époque où le sida est en train de décimer une génération et d'envoyer au cimetière pas mal de mes amis et quelques-uns de mes amants,
moi, je suis atteint par un mal comme ça, qui n'est pas le sida, mais qui est curieusement une sorte d'épée de Damoclès posée au-dessus de ma tête. Le médecin m'observe quelques instants, il finit par dire, avec un air grave, mais pas seulement grave, embarrassé en fait. C'est ça, c'est son embarras qui me décontenance, davantage que la gravité. Il dit « Je ne vais pas tourner autour du pot, il y a une anomalie dans vos résultats. » On n'a pas envie d'entendre une phrase comme celle-ci, surtout prononcée avec un air embarrassé. On n'est pas préparé à entendre une phrase comme celle-ci, surtout à 22 ans. Pourtant, je sais les épreuves que la vie envoie parfois, je sais que la jeunesse ne met à l'abri de rien. J'ai évoqué ceux de mes amis qui ont affronté le pire, qui n'en sont pas revenus. Mais voilà, j'ai toujours cru que moi, je serais épargné. Au nom de quoi, je l'ignore, mais il est exact que je ne me suis jamais imaginé en victime. La phrase ouvre un abîme sous mes pieds, un abîme où j'ai soudain peur d'être englouti. Elle fait aussi couler une eau glacée le long de ma colonne vertébrale, et ce froid m'oblige à me redresser. Et puis je me raisonne aussitôt, refusant de m'avouer vaincu avant de connaître l'adversaire. Ça peut ne pas être sérieux, ça peut être douloureux, incommodant, ça peut exiger des traitements, mais ça peut ne pas être sérieux du tout. Je répète le mot calmement. Une anomalie? Au même moment, je suis amoureux d'un type insaisissable et victime d'un mal insaisissable. Donc je vis dans cette espèce d'incertitude. Je suis soumis à des choses que je ne maîtrise pas du tout. Je suis à la fois dans la dépendance amoureuse, qui est une forme d'ailleurs d'infériorité amoureuse, et dans la soumission à des savants, à des sachants qui décideront de mon sort et qui choisiront si je vais finalement vivre ou mourir. Donc je suis dans une double vie. Comme Paul Darigrand a une double vie, j'en ai une. Et curieusement, je vois ça comme deux vies distinctes que j'arrive à concilier. D'un côté, je suis épris, je suis l'amant, et de l'autre côté, je suis blessé, je suis le patient. D'un côté, le plaisir, l'insouciance, de l'autre, la souffrance, l'inquiétude. D'un côté, le corps qui exulte, et de l'autre côté, le corps meurtri. Sur le moment, je trouve que ces deux vies, encore une fois, sont distinctes, qui n'ont pas d'intersection. Maintenant, avec le recul des années, je ne peux pas exclure évidemment l'hypothèse du corps somatique, c'est-à-dire de l'idée que tout ça n'était pas complètement anodin et qu'au fond, si mon corps a réagi comme ça, c'est peut-être parce que nous étions dans la transgression, c'est peut-être parce que Paul menaçait de s'éloigner, d'aller vers Paris et que je risquais de le perdre. Donc ces questions sont aussi celles qui traversent le livre. Et puis j'ai voulu aussi brosser le portrait d'une époque qui est la fin des années 80, qu'on retrouve avec sa bande-son, avec ses films, avec les soubresauts de l'actualité. Ça va des Jeux Olympiques de Séoul jusqu'au défilé Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées pour le bicentenaire de la Révolution, mais ça va aussi de l'attentat de Lockerbie jusqu'à la place Tiananmen. Et tout ça forme un écho, une rumeur autour de ces jeunes gens qui entrent dans l'âge adulte. C'est aussi un livre qui est porteur de ma géographie intime. On retrouve Bordeaux, on retrouve évidemment l'île de Ré, on retrouve Paris, où je finis par arriver pour entrer dans la grande photo du monde. J'ai voulu en tout cas être le plus sincère possible dans l'écriture de ce livre, mais ce qui était important pour moi, au-delà de la sincérité, c'était de faire littérature. C'est-à-dire que le plus important au fond, c'est pas seulement de raconter une histoire, c'est de raconter une histoire dans laquelle les gens trouvent un écho à leur propre histoire.